Allez, c'est parti. Il y a une autre personne qui se connecte, donc eh bien, On bonjour va à peut-être. tous. Pardon? Non, non, je me demandais si on attendait encore un petit peu que les gens arrivent Deux ou c'est minutes. comme tu veux. Oui, parce que nous sommes en Touraine et il y a le quart d'heure Tourangeau ici. Eh oui. Il ne faut pas qu'on ait le quart d'heure Tourangeau parce qu'après, en termes de timing, ça sera plus possible. C'est comme le quart d'heure sartois, alors c'est pareil. Ouais, enfin, chacun se trouve son petit quart d'heure, hein. Ah, tu vois, les gens arrivent. Oui, oui, oui. Allez, on attend 2 minutes. Donc, bonjour Marilyn, bonjour Isabelle, bonjour la personne qui s'appelle Duchâtelet. Je ne sais pas qui se cache derrière. Et Marilyn, nous entend? Marilyn, ouais, je ne sais pas. A priori, Marilyn est une femme. Oui, je vous entends. Ah, c'est une Bonjour Marilyn qu'on Marilyn. connaît. Bonjour Marilyn. Bonjour. Je suis un peu malade, alors je vais pas beaucoup vous embêter. Ah Ah bah, mince. après, il y a le chat, hein, si c'est possible. Ouais, ça marche. Voilà. Allez, on va démarrer tranquillement. Après, s'il y a d'autres personnes, on les fera rentrer au fur et à mesure. Je vais surveiller. Bien, ben, merci à tous d'être connectés aujourd'hui là pour parler des devoirs des enfants. Alors, les devoirs des parents à travers des devoirs des enfants, c'est un vaste sujet. Donc, on a organisé avec Parents Nous Sommes Là et les professionnels de Parents Nous Sommes Là une série de visios. Donc, il y a 3 visios à suivre vendredi prochain et dans 15 jours sur comment mieux accompagner son enfant face aux devoirs. Donc aujourd'hui, c'est Mathilde qui va se présenter, qui nous parle des devoirs. La semaine prochaine, ça sera Jocelyne qui est orthopédagogue. Et dans 15 jours, ce sera Isabelle qui est ici présente et qui est sophrologue. Voilà, qui nous donnera des bons conseils pour rester très zen dans ce temps qui n'est pas toujours si facile que ça. Mathilde, je te propose de te présenter, puis après je présenterai rapidement Parents Nous Sommes Là. Ça marche? Merci Agnès, bonjour à tous et merci surtout pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager sur tous ces sujets-là. Donc, Mathilde Lartaud, moi j'accompagne les jeunes, les adolescents dans la perspective de les aider à créer du lien, à trouver leur place et à croire en leurs rêves. Avec ces 3 axes-là, je leur permets de se confronter à 2 des plus grandes difficultés que les jeunes traversent aujourd'hui, à savoir les difficultés relationnelles et les difficultés à arriver à se projeter dans l'avenir. Ces 2 difficultés-là sont en lien direct avec motivation et confiance. L'idée, c'est vraiment d'arriver à leur donner des outils qui leur permettent, malgré l'anxiété que l'on ressent tous aujourd'hui et dont ils sont très imprégnés, d'arriver toujours à aller exploiter leur potentiel, en fait. Donc pour ça, je m'appuie sur une méthode que j'ai modélisée, qui a fait ses preuves. Je m'appuie aussi beaucoup, sur les parents parce que je travaille toujours en collaboration avec les parents quand, j'accompagne un enfant et puis évidemment, je me sers de mon expérience puisque j'ai été pendant 25 ans, professeure des écoles, donc dans l'éducation nationale et ça me permet de savoir, très exactement ce que vivent les enfants de l'intérieur. Voilà, très chère Agnès. Merci beaucoup Mathilde. Alors, Parents, nous sommes là, je vous en parle rapidement. On aura l'occasion de se retrouver sur les visios suivantes. Donc, Parents, nous sommes là, c'est un projet qui fait ses premiers pas, hein, qui est encore en cours d'élaboration, mais qui regroupe un ensemble de professionnels qui travaillent autour de la parentalité et de l'accompagnement des enfants. Pour les enfants, c'est les personnes qui accompagnent les enfants qui présentent des troubles des apprentissages, troubles de comportement, l'orientation aussi. Voilà, donc on accompagne la vie des parents, on accompagne la vie des enfants, les petits, les grands. L'objectif, c'est d'avoir un ensemble de professionnels qui sont triés sur le volet. Parents, nous sommes là, ne travaille pas avec n'importe quel professionnel, ce sont des professionnels expérimentés que Parents, nous sommes là connaît. Et donc, voilà, ces professionnels commencent à se mettre en selle au travers de différentes actions. Donc, on a nos premières visios, on va lancer des ateliers en ligne, en présentiel. Et l'objectif à terme, c'est d'avoir une plateforme qui permette aux personnes de contacter directement les professionnels. Voilà. Alors, je vous propose qu'on commence directement à parler du sujet qui nous réunit, hein, donc vous, parents, face aux devoirs de vos enfants.
comment est-ce que vous vivez ce moment? Qu'est-ce qui peut vous aider? Donc Mathilde, eh ben, je te propose de démarrer. Déjà, est-ce que tu peux nous dire les devoirs, est-ce que c'est obligatoire? Parce que c'est quand même une grande question dans la vie des parents. Ouais, t'allais dire, tu as dit tout à l'heure, on va se lancer dans le sujet. J'avais envie de rajouter, on va se lancer dans le sujet qui fâche, parce qu'on Oui, sait à quel souvent. point c'est un Pas sujet tout le qui fâche temps, heureusement, mais souvent à souvent. l'intérieur Oui. des familles. Alors effectivement, commençons par le point de vue très officiel et très législatif. Euh, Depuis 1956, les devoirs écrits à l'école primaire sont interdits. Donc, c'est même pas que c'est obligatoire ou facultatif. Les écoles écrites à l'école primaire sont interdites. Cette loi a été réaffirmée, en fait, à travers la loi d'orientation de 2013. Malgré tout, il y a à peu près 70%, donc là, je parle bien de l'école primaire, hein, les écrits ne sont pas interdits dans le secondaire, hein. Donc, malgré tout, 70% à peu près des professeurs des écoles, des instituts, donnent des devoirs écrits. Donc, il doit bien y avoir une raison à ça. Je suppose qu'on va l'aborder un petit peu plus en détail après. En tous les cas, même si les devoirs sont facultatifs, hein, quand c'est les devoirs de l'ordre de l'apprentissage des leçons, etc., pour moi, il y a quelque chose d'un petit peu obligatoire là-dedans, parce qu'ils ont une mission fondamentale qui est celle de faire du lien entre la famille et l'école. Pour certaines familles, c'est le seul moment où on va parler de ce qui se passe à l'école. Donc même s'il y a qu'un tout petit peu de devoir, eh bien, je pense que ce tout petit peu est nécessaire pour faire le lien et venir alimenter ce triptyque fondamental, école, institution scolaire, famille, enfant. Il faut absolument pouvoir alimenter ce triptyque et l'harmoniser euh, au mieux pour que l'enfant vive au mieux sa relation entre l'école et la famille. Alors, je suppose qu'il y a des gens qui sont peut-être un peu surpris d'apprendre que les devoirs à l'école, les devoirs écrits en tout cas, ne sont pas obligatoires. Je vois qu'Isabelle et Marilyn ont commencé à écrire des chats. Du coup, ben, n'hésitez pas hein, à nous faire part de vos réactions et de vos questions. Du coup, là, tu parles de ce triangle à parents, enfants et Mm. école. Triangle, Mm. le triangle, c'est la forme géométrique de la stabilité, de l'harmonie. Donc, du coup, Mm. cette harmonie, elle est vraiment essentielle pour que les devoirs se passent correctement. Alors, Quelle distance? l'harmonie est essentielle. Ouh, difficile que les devoirs se passent correctement pourtant. Euh, le but, c'est d'arriver justement à trouver l'harmonie dans ce triangle. Pour autant, les devoirs, en général, c'est une source de crispation, une source de conflit. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher ce conflit, d'aller gratter pour voir ce qu'il y a derrière et au contraire s'en servir pour pouvoir venir répondre aux besoins de l'enfant. Quand ça se passe mal au moment des devoirs, c'est que il peut y avoir différents types de problèmes, de l'ordre des relations difficiles entre le parent et l'enfant, des relations difficiles avec les profs, des difficultés scolaires, des difficultés à comprendre la consigne, des difficultés à comprendre le sens des devoirs eux-mêmes. Donc, il peut y avoir tout un tas de raisons pour lesquelles il y a à ce moment-là des frictions au moment des devoirs. Eh bien, il faut se servir de ces frictions pour aller justement déjouer les choses et aider l'enfant que ça devienne constructif. Et donc, il faut s'appuyer sur la force de ce triangle. Ça veut dire qu'il faut aller voir les profs, il faut aller dans l'institution scolaire, même au collège et même au lycée. Il ne faut pas hésiter à rentrer dans l'institution et aller s'appuyer sur les profs pour essayer de trouver ce qui se passe chez l'enfant. Et du moment que c'est constructif chez l'enfant, même si on part d'un conflit au départ, on va alimenter ce triangle de manière harmonieuse. Voilà Et alors, comment ça se passe. comment ça se passe pour les enfants qui font leurs devoirs à l'étude? Alors effectivement, les enfants qui font leurs devoirs à l'étude, ouf, les parents n'ont pas à gérer ce type de conflit ou de confrontation. Euh, et pour autant, c'est, à mon sens, de leur responsabilité de quand même toujours avoir un œil sur ce que les enfants auront fait à l'étude. Soit parce qu'ils viennent vérifier ce qui a été fait, si ça a été bien appris, ça a été bien fait, soit parce que simplement ils vont porter un petit intérêt. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes. Qu'est-ce que tu as fait ce soir?
Et c'est pas forcément un rôle de vérificateur, mais c'est au moins une attention particulière qui est donnée et qui permet de faire ce lien. On n'a pas besoin d'y passer 2 heures, en fait, pour que le lien soit fait. Donc du coup, juste au moins jeter un œil et peut-être interroger C'est ça, questionner, hein, sans c'est faire ça. le rôle de vérificateur, questionner l'enfant sur ses devoirs qu'il a fait à l'étude, c'est montrer aussi qu'on s'intéresse à ce qu'il fait et donner du Exactement. sens au niveau de la Voilà, place de parent par rapport à l'école. exactement. Et on vient effectivement prendre sa place Alors du dans coup, ce là, lien. on parle des devoirs et de sens. Justement, les devoirs, à quoi ça sert? Alors, très concrètement, les devoirs, bien sûr, la plupart de vous le savez, ça sert à apprendre des leçons. Ça sert à renforcer. La plupart des enfants, quand ils sont petits, rentrent à la maison en sachant déjà leurs leçons, parce que c'est tellement rabâché en classe qu'en général, ils la savent déjà. Donc, apprendre, renforcer, ça sert bien sûr à vérifier que quelque chose, est-ce que la poésie est bien su, est-ce que la leçon est bien su. Bien, on va faire une petite dictée pour vérifier que tes mots sont bien appris. Ça sert aussi à passer du savoir au savoir-faire. Et c'est là que l'écrit prend tout son sens, même à l'école primaire. D'où Parce que ce n'est l'importance pas du d'avoir tout, quand même des devoirs écrits. c'est Et je ça. vois Marilyn qui dit plus de devoirs écrits en primaire et douche froide en septembre à l'entrée en sixième. Alors, c'est pour ça qu'à mon sens, c'est important effectivement de donner l'habitude aux enfants d'avoir un petit peu d'écrit. Mais va falloir gérer, c'est plutôt la quantité de l'écrit. Alors d'abord un petit peu d'écrit pour justement passer de cette théorie à l'application. Ce sont deux process différents, donc on ne peut pas s'empêcher de passer à l'application. Je vais donner un exemple très concret. Un enfant qui apprend qu'il faut mettre des S au pluriel des noms communs, il peut avoir la théorie très bien et réciter de façon par cœur parfaitement et ne pas savoir l'appliquer. Donc l'exercice à ce moment-là, il va être super important. Par contre, quand les enfants sont petits et en fonction aussi de leur façon de fonctionner, l'écrit peut être très chronophage. Et l'écrit peut surtout absorber toute leur attention et les empêcher de mettre du coup l'attention sur l'objectif visé à travers l'exercice. C'est pour ça qu'il faut que l'écrit soit adapté à l'enfant, à son âge, à son autonomie, à ses capacités. En charge donc souvent aux parents, éventuellement, d'alléger l'écrit de l'enfant quand la somme de l'écrit fait qu'on va passer à côté de l'objectif, en fait, Ça, de... excuse-moi Mathilde, mais tu dis en charge aux parents d'alléger l'écrit. C'est quand même pas une posture facile à avoir parce qu'on C'est se pas dit, une bah oui, mais posture. l'enseignant a donné tout ça à faire Ouais, comme devoir, il faut faire tous les devoirs. ouais, on est d'accord, et c'est là, il faut retourner au triangle. J'estime que mon enfant va passer plus de temps, va passer une demi-heure à écrire et pendant cette demi-heure-là, il va pas réfléchir à la consigne de l'exercice et donc à l'objectif de l'exercice. Je vois bien que c'est beaucoup trop long et qu'il se fatigue. Donc, je lui autorise à en faire moins. Je vais effectivement prendre en charge une partie de l'écrit. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas le faire dans mon coin. Je vais aller voir l'enseignant. Et les enseignants, ils sont ouverts et en plus, ils sont habitués à donner des choses en fonction des besoins des enfants. C'est de toute façon la pédagogie d'aujourd'hui. Mais personne ne connaît mieux un enfant que le parent. Et personne ne peut mieux savoir que le parent ce qui se passe à la maison. Donc, si le parent va voir l'enseignant de manière totalement ouverte et à l'écoute, en expliquant ce qui se passe, en disant, voilà, je me permets sur les exercices de faire ci et de faire ça, il y aura certainement aucun problème. Et ça, c'est un projet qui se construit aussi avec l'enfant parce qu'il me semble qu'il est important que l'enfant soit partie prenante dans cette décision. Complètement. Et je pense que quand on va voir les enseignants, c'est important que l'enfant soit là. Donc, alléger les devoirs, alléger l'écrit, pouvoir faire un peu à la place de l'enfant pour qu'il puisse mieux vivre aussi les devoirs qui ne se sentent pas écrasés. Il est quand même important que l'enfant garde son autonomie. Alors, il est important que l'enfant garde son autonomie. L'autonomie, elle se construit au fur et à mesure. Et c'est là que la posture du parent va être super importante. On va revenir sur l'autonomie. La posture du parent, elle va dépendre de l'âge, des besoins et de l'autonomie de l'enfant. Mais in fine, la posture du parent, c'est bien d'avoir en tête d'amener l'autonomie à l'enfant. Donc, qu'est-ce qui va se passer?
D'abord, en fonction, je vais passer très vite sur les besoins spécifiques de l'ordre des enfants qui ont certains troubles, des 10, des problèmes de concentration, des difficultés scolaires, parce que ça, je crois que dans les webinaires suivants, vous allez en parler avec les collègues. Donc, elles seront beaucoup plus concrètes sur ces choses-là. On ne peut pas tout faire là en une demi-heure. Il y a des enfants qui ont certains besoins beaucoup plus ponctuels, comme par exemple un besoin de réassurance. Il y a un moment, un enfant est autonome, il est habitué à faire ses devoirs, tout marche bien et puis un moment, on ne sait pas pourquoi, il est un peu fatigué, il a de nouveau besoin de savoir que son parent est là pour lui. Et du coup, il va de nouveau aller toquer à la porte: «S'il te plaît, viens m'aider». Ce n'est pas du caprice de la part du jeune, même s'il est en CM2 et qu'il est capable de faire son travail tout seul, ou en sixième ou en cinquième. C'est de l'ordre de: «Je viens vérifier que tu es là pour moi». Donc la première posture à avoir, c'est être disponible pour son enfant. Et être disponible pour son enfant, vous allez comprendre un petit peu plus tard dans mon cheminement, c'est une des bases pour l'autonomie de votre enfant. Ça peut paraître contradictoire, mais en fait, cette disponibilité-là va lui apporter une sécurité dont il a besoin dans son autonomie. Donc, ce que tu es en train Cette d'expliquer, disponibilité, Mathilde, si tu permets, c'est juste ouais, un enfant, il n'a pas une courbe d'autonomisation qui est croissante et régulière. Il va faire des allers-retours. C'est un coup, je fais tout seul. Oh, finalement, j'ai besoin que tu me rassures, toi, papa ou maman. Et puis, j'y retourne tout seul. Et puis, j'ai besoin que tu me rassures. exactement, exactement. Et c'est pour ça que le travail des parents, c'est jamais fini d'ailleurs. Le On travail, peut pas se dire un tu jour: utilises un «Chouette, mon mot, enfant est oui. autonome». Non, c'est la Hein? présence des parents n'est jamais finie. Le C'est travail, ça. je sais pas. Mm. Même beaucoup plus tard et même en dehors des devoirs. Il y a des enfants qui sont hyper autonomes, en en CP parce que, on va revenir sur l'autonomie, je vais vraiment expliquer ce que c'est, mais du coup, on est habitué à ce qu'ils soient autonomes, tout va bien, ils font leurs devoirs tout seuls et puis un jour ou l'autre, on ne sait pas pourquoi, bah, ça marche plus. Et c'est important que là, les parents sachent que il fait pas ça pour vous embêter quoi, le gamin. Il fait ça parce qu'il a vraiment besoin à ce moment-là de nous. Un Je besoin dans voudrais son juste développement. rajouter, c'est un besoin, que la Mm. disponibilité, ça ne veut pas dire être taillable et corvéable à merci. La disponibilité, ça veut dire: «Mon chéri, oui, je suis disponible pour toi. Oui, je peux t'aider en fonction de mes capacités, mais pas, à 22 heures le soir, pas là parce que moi j'ai ça à faire» et cetera et cetera. On met ses limites. Je veux juste le rappeler un petit peu aux parents, la disponibilité, ça veut pas dire: «Je suis là 100 pour toi». Donc, Je il faut suis là donner pour un toi cadre, dans un cadre. un cadre. Voilà, Voilà, OK. au sein duquel l'enfant va pouvoir évoluer aussi. Et tu me dis si je me Et trompe, mais pour qu'il ait envie d'avoir son autonomie, il faut aussi qu'il trouve un bénéfice à ça, l'enfant. c'est exactement ça. Donc l'autonomie, c'est quoi? C'est là d'abord, l'autonomie, c'est être capable de faire seul. Pour faire seul, il faut 2 choses. Il faut être sûr qu'on a les compétences pour faire ce qui est demandé, qu'on est à la hauteur de la tâche qui est demandée. Et il faut une deuxième chose, il faut trouver un bénéfice dans ce qu'on va demander parce que sinon, on va pas le faire. Si on voit pas aucun intérêt à faire les choses, pourquoi est-ce qu'on les ferait? Donc, il faut à la fois avoir confiance en soi et à la fois trouver une motivation. La motivation pour les devoirs, c'est de l'ordre, effectivement, tu as raison Agnès, c'est de l'ordre du bénéfice. Qu'est-ce que c'est le bénéfice? Ça peut être, si je fais vite mes devoirs, je vais pouvoir aller faire mon match de foot après. Ça peut être, si je fais bien mes devoirs, j'aurai des bonnes notes, mes parents seront contents. Ça peut être, si je fais mes devoirs, mais je vais apprendre des choses en plus, puis moi j'adore apprendre, donc j'y trouve vraiment un bénéfice. Donc il y a tout un tas de bénéfices différents que l'enfant peut trouver et toutes sont valables. Et puis il y a aussi le bénéfice quand on comprend à quoi ça sert de faire des devoirs. Eh oui, j'allais y venir, Quand on ne sait l'importance pas du sens. Parce que voilà, le sens, on en parle beaucoup en termes de motivation pour les adultes, hein. On entend beaucoup, bah, ouais, je veux plus faire ce métier parce que j'y trouve aucun sens. mmh, Mais il faut pas oublier que pour les enfants, eh ben, ça marche aussi pareil, hein. ça Ils marche ont tous pareil et besoin on d'avoir oublie du sens donc pour pouvoir apprendre, intégrer les apprentissages. c'est ça. On oublie de leur redonner régulièrement, parce qu'en plus, il faut remettre ça sur le tapis régulièrement. On oublie de leur redonner ce sens. J'allais dire que quand ils sont petits, ils ont plus facilement le sens parce que, ils sont tellement,
contents de faire plaisir à leurs parents, cette relation est tellement importante que le sens, ça va être de toute façon de faire un petit peu ce que papa et maman ont envie que je fasse. Et plus les enfants grandissent, plus ils s'écartent forcément de ça, et tant mieux, c'est une bonne chose. Mais du coup, il va falloir redonner un sens un petit peu plus intrinsèque au devoir pour que les enfants, les jeunes, hein, là, donc je parle de collégiens, de lycéens, comprennent pourquoi on leur Pour demande eux, tout ça. hein, quand tu dis le mot intrinsèque, c'est leur motivation profonde à C'est eux. ça. On est sur leur motivation, sachant qu'il y a jamais, une grande motivation à aller faire un devoir de maths, faut pas se leurrer non plus. Ça va pas être une super motivation intrinsèque, mais il y a des bénéfices à y trouver. Et là, on peut aider l'enfant à trouver des bénéfices. Donc, donner du sens, c'est fondamental. Aider les enfants à se mettre en confiance pour leur autonomie, c'est fondamental. Et Et comment ça, on peut les motiver aussi et générer cette cette confiance? confiance, c'est vraiment par, depuis tout petit, des feedbacks positifs. Aller toujours chercher ce qui est positif dans ce qu'ils font, les valoriser dans ce qu'ils font. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas lucide sur leurs capacités, sur d'éventuelles difficultés. Ça veut dire d'abord, je vais chercher ce qui va bien. Tu as fait ton travail, c'est déjà super de l'avoir fait. Tu as mis du temps, je reconnais que tu t'es donné du mal. Ensuite, bon, bah, c'est pas parfait, on va peut-être aller voir ce qui cloche là-dedans. Mais d'abord, je mets en valeur. Donner une juste place aussi à la note, à l'erreur. C'est pas très grave de se tromper. Ce qui compte, c'est de progresser, de faire le mieux possible. Donc, plus on va donner des retours positifs à nos enfants, plus on va alimenter leur confiance. C'est peut-être important d'insister sur ce point-là, les retours positifs, parce que le soir, après le travail, on n'est pas toujours disponible, on est parfois un peu énervé, il y a beaucoup de devoirs à gérer si on a Ouais. plusieurs enfants, il faut penser aussi au repas, etc. Donc, on n'est pas toujours très disposé à donner des feedbacks positifs. Hein. Alors, les J'ai envie de feedbacks dire, allez, dépêche-toi, positifs, arrête de faire l'andouille, mets-toi vite au travail. Voilà, donc c'est important de se le répéter et de donner aussi peut-être un point de repère. Moi, j'aime bien délivrer ça aussi. C'est que ce qu'on appelle un stroke négatif, une réflexion négative à un enfant ou un adulte d'ailleurs, hein, il mmh, faut, selon les théories, entre 5 à 7 strokes positifs derrière pour récupérer. Donc, on n'imagine pas toujours la portée de nos paroles, hein, même si bah oui, on se laisse emporter par nos émotions, hein, on a le droit et c'est juste humain. Ne pas oublier ça quand même quand on lâche une petite phrase un peu cinglante à l'enfant, bah derrière, il faut ramer un peu pour récupérer la confiance, la motivation et l'envie de continuer à faire ses devoirs. complètement. Ces feedbacks-là, c'est pas forcément au moment des devoirs qu'on doit les faire. Si c'est pas possible à ce moment-là, on les fait à un autre moment. Tout est bon à prendre pour donner du positif à nos enfants. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on vit, dans le pays oui-oui et qu'on on est obligé toujours de faire, de dire des choses qui sont déconnectées. Mais, il y a plein de moments dans lesquels on peut leur faire des compliments, en fait. Mmh. Et tu disais, oui, il y a de la fatigue, il y a l'énervement et cetera. On parlait de posture tout à l'heure. Les parents, plus les enfants sont jeunes, plus les parents sont garants de ces conditions de travail qu'ils doivent apporter à leurs enfants. Et pour que leurs enfants s'autonomisent, il faut effectivement, quand l'enfant est jeune, lui donner les habitudes, de qu'est-ce que c'est qu'un environnement de travail? Un environnement calme dans lequel on retire les distractions. À quel moment c'est le plus propice pour faire son travail? Heu, Petit temps de goûter, est-ce qu'on se repose d'abord? Est-ce qu'on se met au travail après? Et puis le timing, on va peut-être pas passer 2 heures sur un travail en CE2, une demi-heure, un quart d'heure, ça suffit largement. Le parent, il est garant de toutes ces conditions de travail, de l'organisation de travail et plus l'enfant va grandir, plus il va, s'emparer de ces organisations-là et donc il sera autonome sur cette organisation. Pour autant, il ne sera pas forcément autonome sur les devoirs eux-mêmes. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, l'autonomie, c'est plus complexe qu'une simple organisation. Donc pour l'autonomie, pour conclure là-dessus, donner des feedbacks positifs pour la confiance, donner du sens pour, la motivation et puis donner de la sécurité en réaffirmant la disponibilité de l'adulte pour l'enfant.
Si on a du sens, de la confiance et de la sécurité, je vous promets que vous avez le combo gagnant de l'autonomie et de la motivation pour les devoirs. Et Ça si paraît l'enfant simple comme ça, mais si l'enfant refuse notre aide, que se passe-t-il? alors ça arrive, effectivement. Alors, plusieurs cas de figure. Soit, l'enfant est parfaitement autonome et puis ça marche bien. Et alors, c'est très important d'accepter de ne pas lui donner notre aide. Parce qu'il y a aussi des parents qui ont besoin toujours d'avoir un œil sur ce que font leurs enfants. Ça peut les étouffer un petit peu, hein, les petits. Du coup, ils vont s'opposer encore plus. Donc, ma foi, si tout va bien, acceptons de les lâcher. Ça fait partie de leurs besoins aussi. Ça, c'est une chose. Ça se complique si on pense que nos enfants montrent avoir des petites difficultés pour lesquelles ce serait quand même pas plus mal qu'on soit là pour les aider. Si, le jeune ne veut pas de notre présence alors qu'on estime qu'il en a besoin, on ne peut pas s'imposer pour autant parce qu'on va droit au conflit. Donc il faut essayer de trouver d'autres solutions. C'est-à-dire? Première solution qu'on peut lui proposer, c'est de passer par une tierce personne. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui peut lui donner un petit coup de main? Est-ce qu'il y a un grand frère, une grande sœur? Est-ce que bien sûr, il y a des gens au collège ou au lycée sur lesquels: «Mon chéri, tu peux t'appuyer?» Des profs? Pourquoi pas des intervenants, des pions, des surveillants pendant les heures de terme? Il y a aussi, je vais peut-être, faire dresser quelques poils, à nos parents, mais, il y a aussi des applications, des vidéos pardon, sur, YouTube qui sont Mmh. très bien faites pour aider les jeunes sur, des difficultés passagères qu'ils peuvent avoir. Et puis, si vraiment il y a un refus de l'aide, il y a aussi des enfants qui ont besoin, et c'est encore un besoin qu'il faut respecter, de faire leurs propres expériences. Vous pouvez leur dire avec tous les mots que vous voulez et toute votre théorie que si personne les aide, ils vont se casser la gueule à l'école, ça suffira pas. Ils ont besoin de leurs expériences pour comprendre et l'expérience, elle sert à ça aussi. Alors il faut lui laisser le choix à ce jeune qui s'oppose, mais lui donner un vrai choix. C'est-à-dire: «Voilà ce que tu peux faire, voilà ce que je peux faire pour toi. Tu peux faire le choix aussi de faire sans moi. Voilà les conséquences possibles, les avantages, les inconvénients. À partir de là, tu fais le choix, un vrai choix que tu assumeras». Alors ça, L'enfant, il c'est va pas pas toujours facile, hein, parce qu'on a et on nous, on a toujours nos angoisses de parents en se disant: «Oh là là, voilà, c'est ça, et s'il va droit dans le mur?» c'est ça. Et Alors, en même je temps, vais quand même effectivement, mettre des bémols, hein, pour éviter d'aller droit dans le mur. Effectivement, il faut arriver à relativiser, à retirer nos peurs de parents, se dire que l'école, voilà, si l'enfant il a un peu moins de bonnes notes pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est pas la fin du monde, hein, 3 ce mois n'est pas tout son d'insécurité. avenir qui s'écroule. C'est pas tout son avenir qui s'écroule, c'est pas non plus l'image du parent qui se joue à travers l'image du petit chéri. Oui. Donc, voilà, là, il y a des gros sujets là-dessus, il y a des parents à accompagner aussi là-dessus et c'est normal et c'est légitime. Donc effectivement, arriver à se défaire des attentes qu'on peut avoir dans la scolarité, et laisser les enfants qui sont opposants faire leur propre cheminement, à condition que cet enfant ait encore un intérêt pour l'école. Si l'enfant il a un intérêt pour l'école et qu'il a besoin de faire son propre cheminement, il sera piqué si les notes sont pas bonnes, s'il se rend compte que ça marche plus. Et à ce moment-là, comme on lui aura donné le choix de sa responsabilité, eh bien, de son autonomie, eh bien, il va être en capacité de dire: «Bah oui, finalement, je vais peut-être faire autrement et je vais, changer mon fusil d'épaule» et tant mieux. Cet enfant à qui on donne le choix, si jamais il n'a plus déjà d'intérêt pour l'école et qu'on sent que déjà il y a des choses qui se passent là, il faut surtout pas lui proposer ça. Parce que là, on part à la catastrophe. S'il y a aucun intérêt pour l'école, l'enfant, il va se dire: «OK, j'ai plus besoin d'avoir les parents sur le dos pour mes devoirs et puis moi, je m'en fous de mes notes». Donc c'est le décrochage scolaire et ça s'appelle de la démission parentale à ce moment-là. En fait, ce sont 2 postures très différentes. Et C'est pour ça, ça que c'est vraiment du cas par cas. c'est Et du cas pour par les cas. parents, c'est pas toujours facile de Non, savoir, justement quelle décision, adopter. exactement. D'où Et c'est pour l'intérêt. ça que nous sommes là, parents, nous sommes là.
Voilà. le nom même de notre entreprise est bien posé hein, pour ça. Exactement. C'est pour ça qu'on a un ensemble de professionnels experts des apprentissages, experts des enfants, qui sont là pour vous aider à réfléchir et à trouver les meilleures solutions pour vos enfants. Alors, il va être l'heure que l'on s'arrête. Hein, on va tenir le timing. Ce que je vous propose, on a préparé un petit mémo qui sera, il y aura un mémo pour chaque conférence avec les points clés des interventions. Donc, si vous voulez recevoir ce mémo, eh bien, je vous invite à mettre votre adresse mail dans le chat. Et puis, je vous mets le mail, parce qu'on n'a pas encore de site, hein, mais c'est en cours de construction, tout ça. Donc, je vous mets le site, l'adresse mail, pardon, à laquelle vous pouvez me joindre pour nous faire part aussi peut-être de vos besoins, de vos idées ou qui vont nous aider aussi à construire nos interventions, nos ateliers, nos conférences. Donc, si vous avez des besoins, faites-nous part de ces besoins. Suivez-nous sur la page LinkedIn là, de Parents Nous Sommes Là. Hein, vous aurez les informations régulièrement. Donc, il y a d'autres interventions. Je vous rappelle que la semaine prochaine, on retrouve Jocelyne, qui est orthopédagogue et qui va nous donner des éléments très concrets, méthodologiques, pour accompagner votre enfant dans ses devoirs. Et dans 15 jours, on retrouve Isabelle, qui, elle, va nous donner des outils, des exercices pour mieux gérer le stress qui accompagne ce temps des devoirs, aussi bien au niveau des parents qu'au niveau des enfants. Voilà, donc nous sommes toujours à votre disposition et surtout très prêts à vous retrouver la semaine prochaine, vendredi 12h45. Suivez sur LinkedIn et les réseaux sociaux, on va diffuser les infos pour pouvoir vous connecter. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. À très bientôt, bonne fin de journée et merci à tout le monde. Au revoir. Merci Et infiniment. Au revoir. si vous voulez le replay, n'hésitez pas à nous le demander, on peut le diffuser aussi. Au revoir tout le monde. Merci Agnès. Bon après-midi et bon week-end.